Tu es proche du Premier ministre, qui était qui en 87? Jacques Chirac. Jacques Chirac. Un souvenir peut-être de Jacques Chirac? Alors, il y en a beaucoup de souvenirs de Jacques Chirac. Il y a l'homme et l'homme politique. L'homme était extraordinaire. D'abord, c'est une personne qui avait une mémoire intégrale et qui savait parler aux personnes qui travaillaient avec lui. Je me demande quand il dormait, parce que quand j'ai travaillé avec lui, il était Premier ministre, maire de Paris et président du RPR. Bon, ça lui a mal réussi après, mais c'était quand même un cumulard. Alors ensuite... L'homme politique... j'ai bavardé avec Jean-François Copé il y a quelque temps en disant qu'il y avait plusieurs étapes dans la carrière politique de Jacques Chirac que j'ai beaucoup aimé, mais en tant que président, il était quand même un roi fainéant. Il n'était pas d'accord. 1988, donc c'est l'entrée au sein du groupe Saint-Gobain, ça durera jusqu'en 2008, avec beaucoup de jobs différents, notamment Jacques à l'international. Alors, un souvenir du Brésil, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Alors, le Brésil, j'y étais il y a quelques semaines, je n'y ai pas été depuis 4 ans. Quand je suis arrivé au Brésil, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut réussir une carrière. C'était passer du public au privé, dans une entreprise que je ne connais pas, dans un pays que je ne connais pas, dans un continent que je ne connaissais pas et dans une langue qu'il a fallu que j'apprenne. Et en plus, l'inflation a été quelques mois après de 2% par jour. Par jour? Par jour. Donc on apprend à gérer la caisse. Et en fait, ce qui était assez amusant, c'est que je me suis rendu compte assez vite que quand il y a 2% d'inflation par jour, on n'y est pas encore en France, mais si ça continue, ça peut venir. Et j'ai une belle expérience. Quand on a 2% par jour, le sujet n'est pas la part de marché, n'est pas ce qu'on vend, mais ce qu'on reçoit. Donc, j'avais mis en place un truc que personne n'avait fait, d'autres n'avaient fait, c'est de dire on va recevoir l'argent, acheter les matières premières, produire et livrer dans cet ordre-là. Donc nos parts de marché sont passées probablement dans l'entreprise dont je m'occupais de 35-40% à 10%. Alors je me suis fait appeler, le patron que j'avais à Paris m'a appelé en disant ça ne peut pas durer comme ça, vous êtes un incompétent, etc. Vos parts de marché s'écroulent. Je dis oui, mais ma caisse elle monte. Et après, il me dit mais vous ne pouvez pas faire ça, il faut augmenter, revenir à vos parts de marché. Je lui ai dit écoutez, pas de problème, j'ai absolument aucun problème avec ça, mais vous me l'écrivez. Je n'ai jamais reçu la lettre, bien entendu. Après, il m'a appelé en disant vous ne pouvez pas donner un peu de caisse à votre copain de droite, parce que lui, il n'a plus de caisse, mais il a gardé ses parts de marché. C'est un très très beau souvenir. Alors, autre pays avec peut-être plus de rigueur budgétaire, l'Allemagne. Alors, quand je suis arrivé en Allemagne, au bout de quelques semaines, je me suis plaint au directeur financier. Je lui ai dit, mais j'aimerais bien voir la caisse tous les jours, comme j'avais au Brésil. Il dit, attends, en Allemagne, marche pas comme ça. Une fois par an, ça suffit. Je lui ai dit, non, mais on pourrait peut-être faire un compromis une fois par mois. Alors, je suis arrivé en Allemagne, c'était en 91. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi, mon nom montre que je peux avoir des ascendances allemandes, ce qui est vrai. Et je trouve que cette période en Allemagne qui s'ouvrait sur l'extérieur, et en particulier sur l'Europe de l'Est, était une chose assez fascinante à observer. J'ai investi pour Saint-Gobain non seulement en Allemagne, mais aussi en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Roumanie. Mais surtout, c'est un destin que j'ai eu finalement, parce que quand je regardais les comptes de l'entreprise dans laquelle je suis allé, je me suis dit, je vais pouvoir faire des choses intéressantes, gagne plein d'argent, de belles parts de marché, la caisse, le cash rentrait. Et quand je suis arrivé, c'était la crise de 91-92, le marché s'est écroulé, il a fallu fermer des usines, la caisse s'est envolée, et donc revenu à ce que je faisais en Allemagne, c'est regarder la caisse tous les jours. États-Unis et Canada? Alors, c'est un peu simplifié, parce qu'il y a les pays où on s'installe, et les pays où on investit. Dans la période où j'étais en Allemagne, j'ai adoré parcourir dans les pays de l'Est à l'époque. Il fallait avoir le foie bien accroché parce que le pire souvenir que j'ai, c'est quand même un petit déjeuner à la vodka sous un préau d'école à 7 h du matin quand il faisait -20 dehors. Quand même, ouais. Donc c'était quand même une expérience assez intéressante. J'ai visité. Alors tu l'avais trouvé comment le pélican de Muriel Bénicaud à ce moment-là? Il était bien lointain. On ne se connaissait pas à l'époque, donc non, on ne se connaissait pas. Sinon, mais j'ai visité tous les verriers qu'il y avait dans ces pays-là, qui étaient tous en train évidemment de disparaître. Il y avait des gens exceptionnels, mais qui vivaient dans un monde fermé et qui faisaient au mieux
alors qu'ils avaient des ingénieurs exceptionnels, mais ils n'avaient rien pour le faire. Et le souvenir que j'ai de tous ces pays était absolument exceptionnel. Et il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est l'incroyable formation des ingénieurs dans les pays de l'Est. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Ce sont des ingénieurs exceptionnels, ce sont des écoles qui sont exceptionnelles et des gens qui sont très résilients au travail et, j'allais dire, à la douleur. Et donc, finalement, c'est une génération de personnes qui a été finalement gaspillée. Et quand on voit que tous ceux qui avaient atteint 55, qui étaient à la fin de leur carrière, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le statut qu'ils avaient dans un régime fermé. Et ils ont eu énormément de mal, la plupart d'entre eux, de se recycler dans le monde nouveau qui arrivait. Et Saint-Gobain avait acheté un verrier à Torgau, qui était... Alors, dans l'usine qu'il y avait, il fallait 400, 450 personnes qui ont metté les standards de Saint-Gobain à l'époque. Il y en avait 5000. Pourquoi ? Parce qu'on gérait toute la ville. On avait des centres de vacances, on avait des châteaux, on avait toute une série de biens publics qui étaient gérés par l'entreprise. Donc j'y allais assez souvent parce que on perdait quand même de l'ordre de 50 millions de Deutschmark par an. Donc il fallait s'en occuper. Et en me promenant en Allemagne de l'Est, il y avait une femme assez âgée qui était interrogée en disant mais c'est aussi les vessies. C'est quand même aussi, c'était comme si on traitait quelqu'un de bougnoule, quoi. C'est à peu près ça dans l'Allemagne de l'époque. Et on disait, mais comment est-ce que vous vivez cette période? C'est quand même génial, l'ouverture, etc. Elle dit, oui, mais on m'a tout volé, y compris le goût de mes aliments. Et ça, c'est assez symptomatique de ce qui s'est passé. On l'oublie, ou on ne le connaît pas. C'est que les systèmes de distribution se sont changés du jour au lendemain. Et des systèmes qui étaient relativement directs entre la ferme et le marché sont devenus lyophilisés avec des circuits de distribution où il y avait les Carrefour et autres marques allemandes, etc. Métro. Donc on leur a, métro, non, pas métro, ce serait plutôt Lidl ou d'autres. Ouais. Mais et donc on leur a tout volé, y compris le goût de leurs aliments. C'est quand même, en termes sociaux, c'est extraordinaire ce qui a été fait, mais d'une brutalité. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et l'accompagnement social, je crois qu'il a été fait correctement, mais ça a été d'une brutalité, d'une génération qui finalement a été laissée pour compte. Ouais. Alors je reviens quand même aussi. Pendant toute cette période, je suis allé en Chine la première fois en 81. Je suis aussi amoureux du Japon et de la Chine. Et membre d'un club ou cofondateur d'un club franco-japonais, Non, ça, pas cofondateur, mais j'ai succédé à quelqu'un qui s'appelait Carlos Ghosn sur ce club franco-japonais. Très bien, très bien. Et je connaissais, on était à l'école ensemble. Donc, Et alors, sympa des vins du Liban, tout ça? je ne sais pas. La période, finalement, depuis les années 90, de cette ouverture des entreprises françaises sur l'Asie a été exceptionnelle. Moi, j'ai eu la chance de connaître la Chine depuis, comme je disais, depuis 81. J'y suis allé 3-4 fois par an depuis 91. Pour Valeo, maintenant, c'est notre premier pays. Mais on a beaucoup investi au Japon, en Corée, en Inde, en Asie du Sud-Est. Et cette ouverture vers l'Asie a été pour toutes les entreprises françaises une aventure absolument incroyable qui s'est passée sur 15 ans, 20 ans. Pendant la période où j'étais aux États-Unis, j'avais la chance d'être à la fois patron de l'Amérique du Nord, mais aussi patron d'un business mondial. Alors je m'aperçois d'une chose, c'est que d'aller en Asie à partir de Paris, c'est beaucoup plus simple qu'à partir de New York. 2009, donc c'est une autre belle aventure, Valeo. Valeo, un mot, Jacques, sur l'historique. Tout débute en 1923 et c'est dans un pays très exotique, c'est à Saint-Ouen. Voilà. Alors c'est Saint-Ouen ici. Et ben voilà. C'est une licence d'une entreprise anglaise pour fabriquer des freins, d'une entreprise qui à l'époque s'appelait Ferrodo. Une aventure qui a été assez exceptionnelle. Alors, on fêtera les 100 ans au début de l'année prochaine. Comme je quitte la présidence de Valeo à la fin de cette année, je n'aurai pas le plaisir d'organiser les 100 ans comme j'avais organisé les 90 ans. Pourquoi j'avais organisé les 90 ans? C'est que la mémoire disparaissait. Ce n'est pas une entreprise qui aime la mémoire, qui aime le passé, c'est une entreprise qui regarde vers le futur. Mais une entreprise, je trouve qu'elle a une âme, elle a une vie, elle a une culture. Et j'ai essayé de récupérer tout ce qui était récupérable comme élément. Alors, un embrayage, vraiment, ça fait flipper personne. Mais par contre, les bagnoles, ça fait flipper. Donc, la façon dont on a fait un livre, que moi je trouve exceptionnel,
je ne l'ai pas écrit, donc, mais par contre, je l'ai un peu inspiré. C'est La prochaine fois, dédicace, là. il y a 10 ans, donc ce sera le prochain, celui du 100e anniversaire. C'est-à-dire, les voitures parlent. Ouais. Ça parle à nous tous. Les Dodio boutons, toutes ces voitures, ça parle. Et donc, faire le miroir des voitures, que tout le monde connaît pour certaines d'entre elles, et de ce qu'on a pu livrer ou développer ou inventer pour ces voitures. Donc, c'est une espèce d'histoire sur une centaine d'années ou 90 ans de nos produits vus à partir de nos clients. Nos clients font quand même plus rêver que ce l'emballage. C'est à tort, parce que les produits sont absolument exceptionnels. Alors Jacques, 2021, donc le chiffre d'affaires était supérieur à 17 milliards d'euros, avec plein de lignes de métiers et quasiment à chaque fois numéro 1 mondial. Quand on arrive dans une entreprise, il y a l'actif et il y a le passif. Alors c'est sur le bilan, mais c'est aussi sur la vie de l'entreprise. Le passif, c'est qu'on était à 2 doigts du dépôt de bilan. C'était une entreprise qui, pour toute une série de raisons, et je n'ai jamais critiqué ni ni mes prédécesseurs, mais qui ne savait plus du tout où elle allait. Et l'image que j'avais de l'extérieur, c'était une entreprise extraordinairement bien gérée, mais un peu la Samaritaine, on trouve tout, mais il n'y a rien. Et en fait, j'ai découvert quelque chose qui était totalement le contraire. C'était une boîte qui était très mal gérée, mais par contre, il y avait quelques perles. Et mal gérée parce que l'entreprise n'avait pas fait l'évolution de l'ensemble des clients. Elle restait très locale pour un certain nombre de chiffres. Il y avait 11 branches, 132 divisions. Divisions, c'était des espèces de PME qui avaient toutes les fonctions sans essayer de, finalement, leverager l'ensemble de l'organisation. On avait 132 directeurs des achats. C'est absurde. Alors que, évidemment, ce qui fait une grande entreprise, c'est la capacité à standardiser, y compris les achats. Il y en a combien maintenant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par métier, il n'y en a qu'un. Donc il y a 4 métiers, il y a 4 responsables d'achat, plus un responsable d'achat du groupe. Et c'est complètement standardisé. Simplement pour vous donner un ordre de grandeur de la complexité d'une entreprise comme Valeo. On produit 8 millions de pièces par jour, on a 2 milliards de composants qui rentrent dans les usines tous les jours. Donc ça... Pas les perdre, hein. Non, et vous en perdez un, vous n'avez plus de voiture. Donc, et on achète chaque année 50 milliards de composants électroniques. Et quand un certain nombre des clients... On n'a jamais arrêté un client, malgré la pénurie des semi-conducteurs. Et il y a un ou deux clients, certains que je connais très bien depuis longtemps, m'ont dit, il y en a marre, tes concurrents, ils sont en train de nous planter, je vais répatrier. Je lui dis, pas de problème, tu prends les 50 milliards. Ils sont incapables de le faire. Ouais. C'est un autre métier, c'est autre chose. Il n'y en a aucun qui a repris 50 milliards de composants. Et je pense qu'il n'y en aura jamais aucun. Donc, en tant qu'entreprise, il y a le passif, j'en ai parlé. Il y a l'actif, il y avait un certain nombre de perles absolument incroyables. Dont une perle, parmi tant d'autres, parce qu'il y en avait plein, quelques-unes. Il y avait le fameux produit qui avait été développé avec PSA, que certains d'entre vous connaissent un petit peu, qui s'appelle Stop and Start. Le Stop and Start, c'est un produit absolument exceptionnel, basé sur un alternateur. Un alternateur, c'est ce qui crée de l'électricité dans une voiture quand le moteur tourne. Et qui, quand on regardait les chiffres, était presque aussi bien que le diesel. C'était pas du diesel. Et quand on arrive dans une entreprise, moi je connaissais bien l'automobile, mais je ne connaissais pas les métiers de Valeo, on se dit que finalement, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de verre et d'écolo dans la pièce, mais... Il y a combien d'écolos ? Normalement, il y a un quota ici. Je vais être très brutal. Par contre, il y a beaucoup de verres, 2 heures. Sont d'accord, oui, les verres avec 2 heures, mais les écolos sont d'accord sur rien, sauf qu'il y a 4 sujets qui les réunissent. C'est l'anti-OGM, l'anti-diesel, l'anti-nucléaire, et puis le 4e, je ne sais plus. Donc l'anti-diesel. Et je me suis dit, finalement, si on a un produit qui est presque aussi bon que le diesel, qui n'est pas du diesel, ça doit pouvoir se vendre comme des petits pains dans un monde rationnel. Le monde n'est pas rationnel. Et donc on l'a présenté la première fois au salon automobile de 2010. Donc c'est 1 an après mon arrivée. Il n'y a même pas eu un succès d'estime. Même pas. Non, ce truc, ça sert à rien. On a le diesel, c'est très bien le diesel. D'abord, le diesel, tout le monde en veut, c'est subventionné par l'État, tout va bien. Et puis dans la vie, on peut avoir un peu de chance. Il y a eu un accident qui s'est produit, c'est le problème avec Volkswagen. Ouais. Et alors là, le produit, c'est parti. Bon, on doit faire 1,5 milliard de chiffre d'affaires avec ce produit-là. On est de très loin le numéro 1 mondial. Il y a un certain nombre de voitures dont le moteur électrique sera basé sur la basse tension. Donc ce qu'on appelle maintenant le 48 volts, c'est de la basse tension, et non pas de la haute tension qui est beaucoup plus chère. Et je suis persuadé que c'est déjà, et ce sera dans les années qui viennent, un des fleurons de Valeo. Puis on est le numéro 1 mondial sur les véhicules électriques haute tension, on est le numéro 1 mondial sur toute l'assistance à la conduite,
quand vous laissez le volant à un ordinateur, il y a tout plein d'yeux et d'oreilles autour de la voiture. C'est Valeo. C'est nous. Non, sur un certain nombre de parts de marché, quand la voiture va se garer toute seule, on a 45% de parts de marché. Ah oui. Et tout ça, tu cherches avec 30 000 chercheurs, c'est ça? Oui, à peu près. 30 000 chercheurs qui bossent là. Oui. Et donc là, ça amène à quoi en Asie? Parce qu'à l'époque, c'était un peu faiblard. Là, quoi. Donc c'est devenu un pays phare, donc tu le disais. Et qu'est-ce que tu penses des constructeurs asiatiques? Alors d'abord, l'Asie. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se posent des questions sur la Chine. Est-ce que la Chine, c'est la prochaine Russie, et est-ce que Taïwan, c'est la prochaine Ukraine? Et on commence à voir, alors c'est vrai plus en France qu'en Allemagne, une question, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire en Chine? Est-ce qu'il faut y être, il ne faut pas y être? Quand un pays représente 27-28% du marché mondial, ne pas y être, c'est quand même se tirer dans le pied. Quand le marché chinois est encore tenu à plus de 50% par des constructeurs non chinois, c'est aussi se tirer dans le pied. Et donc, nous, on a des idées d'élargir, c'est notre premier pays. On continue d'investir en Chine, mais avec un petit changement. C'est que la Chine est faite pour la Chine. On a créé une Chine pour la Chine, mais on exporte un tout petit peu en Corée, un tout petit peu au Japon. Ça, on va arrêter. On va rester complètement en Chine pour la Chine. Par contre, nos clients chinois, donc pas les 50% des clients occidentaux, mais les 45-50% de clients chinois, ils commencent à exporter. Si on est très lucide, vous vous souvenez tous de Jacques Calvet qui hurlait contre les importations de voitures japonaises dans les années 70. On a eu l'invasion japonaise dans les années 70, on a eu l'invasion coréenne dans les années 90, on a l'invasion chinoise dans les années 2020. Elle vient et elle est là. Ça marche? Ils sont bons? Oui, ils sont bons, ils ont très bonnes voitures. D'abord parce qu'ils ont du Valeo Inside, donc ça aide. Mais si on veut être leur partenaire, alors qu'il a fallu cravacher très fort pour être le partenaire des clients japonais et des partenaires des clients coréens, qu'on est maintenant, Hyundai, c'est notre 5e client quand même. Donc on est devenu une grosse entreprise coréenne. Il faut être en Chine. Mais il y a une chose qui est en train de se passer que vous connaissez tous. L'Europe n'est plus compétitive. Elle n'est plus compétitive. C'est les prix d'énergie les plus élevés du monde. Ce sont les prix et les salaires les plus élevés du monde. Ce sont les prix des matières premières les plus élevés du monde. Une inflation dont on ne sait pas ce qu'elle va dire. Moi, je pense qu'elle va durer assez longtemps. Et la Chine, il n'y a pas d'inflation. L'énergie est moins chère, puisque tout le pétrole que les Russes n'exportent pas vers l'Europe, ils l'exportent vers l'Inde et la Chine. Les prix des matières premières sont en train de baisser extrêmement vite. Et leurs produits, quand on regarde leurs voitures, ce sont quand même de très belles voitures. Donc je pense que le risque qu'on ait massivement des voitures chinoises qui viennent en Europe est réel. Je pense qu'il est réel. D'autant plus que ce n'est pas des voitures bas de gamme, c'est des voitures qui sont très sophistiquées, bon, alors on n'est pas encore à des voitures qui vont concurrencer les hauts de gamme allemands. Mais... Oui, enfin, le haut de gamme, c'est petit au du marché. Hein. Oui, mais ça gagne de l'argent. Alors ça, c'est moins drôle. Qui a des actions Valeo? Tu vois, personne. Hein. C'est moi. Qui a eu des actions Valeo? Bon, qu'est-ce qui se passe avec la bourse là? Ça marche pas. Alors, on comprend rien, non? Non, mais bon, tu vois, celui qui comprendrait la bourse serait extrêmement riche. C'est vrai. Je n'ai vendu aucune action quand le cours de la bourse de Valeo. Je considère qu'un patron ne peut pas vendre des actions de la boîte dans laquelle il est, sauf à vendre sa boîte. Donc, quand le cours de bourse était à 65, je n'ai vendu aucune action. Donc, je les ai. J'espère que ça ne deviendra pas des emprunts russes. Mais c'est moins ça la mode, là. Oui. Quand vous êtes patron d'une boîte, il faut vous occuper de l'équilibre entre le court terme et le long terme. On vient de passer dans les années 2018, 2019, 2020, on a investi à peu près 12% de notre chiffre d'affaires en R&D. C'est énorme. C'est le double de la moyenne de l'industrie. Ça a pesé sur nos résultats, ça a pesé sur nos cash. Et puis après, il y a une petite crise qui est arrivée en 2020. Mais quand on regarde la réalité, l'effort de R&D qu'on devait faire pour être numéro 1 mondial dans tous nos métiers, avec des concurrents qui... quand je suis arrivé chez Valeo, il y avait 2 concurrents qui étaient Bosch et Continental, les 2 entreprises phares en Allemagne. Alors j'espère qu'il n'y a personne qui travaille chez Continental, mais c'est une boîte qui est devenue complètement à la ramasse. Complètement à la ramasse. Et Bosch, on est devant eux, à la fois en rentabilité et en part de marché, au niveau mondial et chez les clients allemands, sur beaucoup de nos métiers. Chez les clients allemands aussi. Et chez les clients allemands. Les clients allemands, c'est plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Ouais, ça prouve beaucoup de choses, quoi. Et donc, vous êtes obligé de faire le lien. Alors, peut-être que j'ai un peu trop insisté sur la R&D, mais quand vous êtes parti et que vous avez une place à prendre, il faut la prendre.
mon successeur, la R&D, est derrière lui. Il connaît l'entreprise parfaitement. Il connaît les clients Ça va bien se passer. parfaitement. Oui. Vous pouvez acheter du Valeo, c'est vraiment du... Il faut y aller à fond la caisse. Avant les questions spontanées, c'est Muriel et Alain. Jacques, ton meilleur souvenir d'une bouteille de vin, voilà, et ton meilleur souvenir d'un resto ou alors des plats dont parlait tout à l'heure Muriel. Voilà. Alors, je suis aussi lyonnais. Jean-Claude, il est Jean-Claude. Oui, voilà. Et quand j'étais enfant, on avait une maison de campagne qui était dans le Beaujolais, donc j'allais visiter avec mes parents, je me souviens très bien des Morgons, Chirouble, Jolinas, etc. C'est excellent, hein, les crus. Hein. Bruy. Oui, c'est... Ah, mais c'est très bon. Mais quand on est enfant et qu'on va voler une bouteille de vin dans la cave, c'est très bien, c'est toujours On peut très le dire bon. 70 ans après. 70 ans après, Non, je oui, plaisante. le meilleur restaurant, c'est probablement Georges Blanc. Ah oui. Voilà, c'est un restaurant où on s'est retrouvé avec ma femme plusieurs fois, notre anniversaire de mariage, donc très bon souvenir. Et le meilleur, non mais si je regarde, j'étais en Inde, je suis rentré dimanche, avec l'équipe, bon, c'était la dernière fois que j'allais en Inde en tant que patron de Valeo, donc c'est assez exceptionnel. Puis à la fin, on a été trois, 2 Indiens et moi, dans un restaurant où on n'était jamais allé, au plein centre de Chennai. Un restaurant indien. Indien. Ouais. Et un magnifique repas. Je suis un carnivore, mais un magnifique... Il y a beaucoup de véganes dans la salle, donc comme ça, c'est un, plein de copains, les verts, les véganes. un magnifique menu qui devait avoir 12 ou 13 ou 14 plats, je ne sais pas, parce qu'à la fin, on ne compte plus. Mais pas la vodka. Végétarien. Ah, végétarien. Voilà. Ah, oui. Ouais. C'est un peu épicé. Bon. Et alors, avant la question, justement, tout à l'heure, on parlait de Muriel qui, en 2020, dit au revoir. Toi, donc, dans quelques jours, tu seras plus patron, là. Non. Est-ce que tu es triste? Non, parce qu'entre-temps, on m'a proposé de prendre la présidence, on m'a demandé de prendre la présidence d'Orange, donc un nouveau métier, totalement différent, que je découvre avec bonheur. Donc, une nouvelle vie, alors. Une nouvelle vie. J'ai pas la passion des photos, c'est ma femme qui l'a. J'ai la passion, d'autres passions, de la lecture en particulier, mais il y a un best-seller que j'ai lu quand il est sorti et que Muriel a eu la gentillesse de me dédicacer, donc je ne l'ai pas acheté. Oh, je lui ai offert. Donc je lis beaucoup, mais se replonger en apportant... Il y a un article de journal qui m'a traité de vieux sage. Moi j'ai lu Vieux con. Mais c'est peut-être un peu vieux con, mais c'était très sympa. C'était pas Challenge, monsieur Pierre-Henri de Menton. Hein. C'était pas Challenge, non. Pierre-Henri de Menton, qui est le patron de la rédaction du magazine Challenge, qui est un excellent magazine. Quoi. Tu vas poser une question, tiens, pour la peine. Allez, Muriel, une question, ensuite Alain, et puis Pierre-Henri. 12 ans d'une saga incroyable. C'est quoi émotionnellement, ton souvenir le plus fort? Émotionnellement, il y en a deux. Alors, je vais commencer par le deuxième, et puis je ferai le premier avant. C'est d'organiser sa succession. On a organisé la succession depuis l'été 2020. Ah, quand même, ouais. C'est Christophe Périllat qui était le patron opérationnel, en faisant un process, mais c'était assez clair que ce serait lui, mais quand même, il faut faire un process. Et on a annoncé toutes les étapes en octobre 2020, au moment où il devenait directeur général adjoint, ensuite l'Assemblée générale de 2021, directeur général délégué et administrateur, et en janvier 2022, prendre la direction générale. Et ce moment, on organise la succession avec tout le travail qu'il y a à faire. Il y a 1000 sujets à régler. Les retraites complémentaires, par exemple, quand on devient mandataire social, on abandonne, on n'a plus de contrat de travail, donc il n'y a plus de retraite, il faut reconstituer. Donc il y a plein de sujets à régler. C'est émotionnellement à la fois très fascinant. On prépare la suite et on se dit, bah tiens, c'est la fin. Mais oui, c'est ça, parce que une fois que ça sera fini, je ne serai plus là. Autrement. Et l'autre sujet, c'est qu'on avait un actionnaire activiste, un fonds, comme tous les activistes, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais qui il m'a condamné à mort. Les activistes, les véganes. Oui. Il m'a condamné à mort plusieurs fois. I'm going to kill you, I'm going to hang you on the wall. C'était très intéressant. Mais au bout de quelques semaines, j'avais essayé de faire... vous savez, vous essayez sur une feuille de papier de dire quelques chiffres. Il faut savoir que quand je suis arrivé, c'est la crise de 2008-2009, donc on perdait 2 millions par jour. C'est les deux, toi. Hein. Oui, non, c'est les deux. C'est quand même beaucoup. Et se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y avait des sujets très simples. Les frais généraux étaient très élevés, donc on réduit ces frais généraux, on gagne plein d'argent. On organise l'achat autrement, on gagne plein d'argent. On réduit les structures en passant de 11 branches, 132 divisions
On vire 130 patrons des achats. Voilà, non, mais on les utilise autrement. Et donc, sur un bout de papier, j'ai dit, voilà, on va économiser tant. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va augmenter les frais de R&D, augmenter nos investissements en Asie, et particulièrement en Chine. Puis, s'il nous reste quelque chose, on versera un peu d'argent comme dividende aux actionnaires. Et le patron du fonds activiste qui était au conseil a dit, mais je trouve ça très très bien, toutes les économies, etc. Mais je ne vois pas beaucoup pourquoi on investirait en Chine et on investirait dans la R&D. Et l'autre plaisir qui est la conséquence de ça, c'est qu'il a... Alors, il faudrait reconvertir. Il a... alors, comme on a divisé le cours par 3, donc il a acheté à 40, il a vendu à 25, quand on le cours est allé à 180. Ah oui, très bien. Et je l'ai dit dans une presse, je crois que c'était dans Challenge du reste. Et immédiatement après, j'ai eu un coup de téléphone en disant c'est grâce à moi que vous êtes là et c'est grâce à moi que vous avez pu faire tout ça. Je lui ai dit oui, mais bien sûr. Tant pis pour vous. Ouais, tant pis pour vous. Alain? Oui, Parce que tu as les actions Valeo. Non, mais je vais en acheter demain. Ouais. J'ai compris le message. Ouais. Non, simplement parler de l'automobile. Tu as entendu les cris d'alarme ou d'alerte des constructeurs automobiles français par rapport à cette voiture électrique. Et nous sommes les champions du moteur thermique. J'aimerais que tu nous parles de la vision de la voiture à hydrogène. Voilà, comment tu vois les choses? Est-ce que c'est une possibilité? On parle de la voiture thermique pour la voiture électrique en allant faire l'hydrogène. Ouais. Alors, on n'est pas couché. D'abord, il y a une contre-vérité absolue qui est de dire que les clients occidentaux ne sont pas prêts. C'est pas vrai. Ils n'ont peut-être pas encore les volumes, mais ils ont la techno. Le plus frappant est probablement Carlos Tavares et Stellantis. Ils crient partout que c'est un drame, et de l'autre côté, c'est celui qui investit le plus dans le véhicule électrique. Donc je ne crois pas que l'Europe parte avec des handicaps. Il se trouve que la Chine est incroyablement compétitive. Et ce n'est pas du dumping. La Chine est très compétitive. Pour nous, alors comme il y a un journaliste dans la pièce, ou au moins... Et quel journaliste? Je dirais pas du tout, mais quand on pose la question quelle est la rentabilité de la Chine, je dis si la rentabilité de Valeo était celle de la Chine, je serais un patron heureux. Les Chinois, ils ont les volumes, ils ont les coûts, et ils ont, pour nous, ce sont les mêmes machines qu'ailleurs, les meilleures performances techniques. Donc la Chine est incroyablement compétitive. Sur l'hydrogène, je réponds souvent, je ne sais pas et je m'en fiche. Alors je ne sais pas parce que je ne sais vraiment pas, et je m'en fiche parce que de toute façon, que l'électron soit stocké dans une batterie ou produit dans une pile à combustible dans le coffre de la voiture, il faut un moteur électrique, il faut un onduleur, il faut un chargeur, il faut un redresseur de courant. C'est nos métiers, donc je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer que dans les 15 ans qui viennent, l'hydrogène prendra dans le monde de l'automobile. Alors après, sur les camions, sur certains du monde d'usage, peut-être, mais pas dans la grande masse. Et l'une des signes, c'est quand même Toyota. Toyota a toujours dit, jusqu'il y a quelques années, qu'ils passeraient directement de l'hybride. Ils ont été quand même les inventeurs de l'hybride vers l'hydrogène. Et maintenant, ils font une halte à l'électrique et ils vont donner un des grands du véhicule électrique sur batterie. Donc je pense que l'hydrogène peut-être, mais pas sûr, là, dans le métier d'automobile, j'ai encore des doutes. Pierre-Henri, dernière question. À la dernière question, en 3 phrases, allez. Le rapport d'étonnement du nouveau président d'Orange. J'ai déjeuné avec une de vos collaboratrices lundi dernier, c'était totalement off. Bien, il devait être formidable, il l'a été aussi. On l'applaudit très chaleureusement, Jacques. Merci, Jacques, merci.